vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Eh bien le bonjour chers amis, bien le bonjour Frédéric Brindel, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Judith Belair, bonjour à tous, je vous annonce de la passion et de l'expertise ce soir. Oula. Aussi pour répondre à votre question, oui je vais bien. Vous êtes au top, hein. Allez, les vraies voix de l'été, c'est votre émission de débat en direct sur Sud Radio chaque jour de 17h à 19h, 2 heures d'antenne pour décrypter l'actualité, confronter les idées, donner la parole à vous, celles et ceux qui font bouger les lignes, invités, experts, citoyens, vous prenez part à une discussion sans détour. C'est ça le Parlons Vrai de Sud Radio. Judith, parce que nous avons bien travaillé, nous avons enfanté d'un remarquable sommaire. Oui, le Rassemblement National se retrouve, tiens, une nouvelle fois au cœur de l'actualité judiciaire. Hier matin, le siège du parti a été visité par une vingtaine d'enquêteurs de la brigade financière. Une perquisition menée sous la direction du juge Serge Tourner dans le cadre d'une information judiciaire qui est lancée en juillet. Alors l'enquête vise des soupçons de financement illégal des campagnes présidentielles, législatives et européennes entre 2022-2024. Un nouvel épisode qui s'ajoute à la récente condamnation de Marine Le Pen et une procédure distincte engagée par le parquet européen. Jordan Bardella dénonce quant à lui une offensive judiciaire et parle d'un prétexte pour s'en prendre à son espace de travail. Quant au député Jean-Philippe Tanguy, il a lâché le mot ce matin, espionnage. D'autres de ses collègues lui emboîtent le pas. Du coup, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Comme l'affirme le RN, pensez-vous qu'il soit espionné? Donnez votre avis. Bien sûr, et puis vous avez le coup de projecteur à 18h40, votre rendez-vous. Faut-il augmenter le coût des autoroutes pour financer la transition de nos infrastructures? Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a dévoilé hier les grandes orientations du projet de loi pour le financement des réseaux à l'horizon 2030. Un besoin de plusieurs milliards d'euros pour remettre à niveau, entre autres, nos routes. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes pourraient voir leurs concessions renouvelées. Le gouvernement compte-t-il reprendre le contrôle de ces axes stratégiques ou laissera-t-il encore la main aux grands groupes privés? On se pose la question. Alors, chaque année, c'est encore plus cher, ce qui ne nous empêche pas de souvent poireauter des heures au péage, de parcourir des kilomètres sur une 2 voies avec un camion en double fil. Les péages d'autoroute nous minent une partie de nos vacances pour grossir les profits de ces grandes sociétés qui les exploitent a priori. Répondez à notre question sur le compte X de Sud Radio. Les autoroutes doivent-elles être exploitées par des sociétés privées ? Oui, alors d'ailleurs pour en parler on sera avec Pierre Chasseret qui est délégué général de 40 millions d'automobilistes. Alors, la référence dans le domaine. La référence. Ah oui. Et puis un petit bonjour, un grand bonjour même à nos vraies voix du jour. Frédéric Brindel, on en a une qui est en train de s'installer. Venez plus par là, vous êtes loin de moi, Aude Amadou. Prenez votre chaise. Ça y est, vous l'avez présenté alors. Pardon. Allez, envoyons le générique, accueillons nos vraies Les voix. vraies voix Sud Radio. Désolé. On ne sait pas qui sont les vraies voix. Non, mais on ne sait pas. Donc, alors, eh bien oui, finalement, nous avons Joseph Touvenel, le vice-président du Centre européen des travailleurs, ancien syndicaliste de renom. Ancien vice-président de la CFTC. Ouais, et aujourd'hui, d'une petite organisation, 70 organisations dans 30 pays d'Europe, donc ça commence à peser. Tout petit, hein. Bon, bah oui, c'est ça. Et alors, vous nous aviez annoncé qui, Oui, Judith? Aude Amadou, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce Alors, qui se passe? C'était juste. il y a eu un petit problème de transport. Voilà. Ça va, Ouais. ça aurait pu être pire. Vous êtes pile à l'heure, on aime bien. Alors vous, Aude Amadou, vous êtes une ancienne sportive de niveau et puis vous êtes une ancienne parlementaire aussi. Exactement. Voilà. Comme quoi, les politiciens peuvent faire du sport aussi. Quoi. Et l'inverse. Oui, aussi. La politique, c'est du sport. Voilà. Exactement. Bon, Aussi. je crois qu'il y a un Tour de France à propos de sport qui est en train d'arriver. Donc c'est parti pour l'arrivée du Tour de France. Sud Radio fait son Tour de France en direct. Avec une 6e étape au programme, comme hier, une étape 100% normande entre Bayeux et Vire. Un premier grand rendez-vous, 201 km d'un parcours vallonné propice aux échappées. Bonjour Vincent Barthaud. Bonjour à tous. On s'est régalé. Eh, Vincent, vous êtes normand, on est d'accord ? Exactement, je suis canet, mais aujourd'hui ça a aussi été les routes de m'entraînement, de mes entraînements, parce que je venais souvent sur Vire, j'allais souvent sur Bayeux, effectivement, je les connais toutes par cœur. Alors, Bayeux, Vire, 201 km. Van der Poel, Simons, Barta, Terrada, Ben Illy, Simon Yates, Storer, Dunbar, Terrada se sont échappés. Et puis tout a explosé. Nous sommes dans les 2 derniers, c'est le cas de le dire. Tout a. 2 derniers kilomètres, Vincent, et un homme est seul en tête. Oui, l'Irlandais Ben Ely, le coureur de l'Education First,
un jeune Irlandais. Il faut savoir quand même que ce jeune coureur, c'était un des adversaires chez les jeunes d'Evenepoel. Et il a un très beau palmarès. Il a fini par exemple 7e du championnat du monde l'an dernier. Il a gagné déjà une étape du Giro. Il a fait 2e déjà aussi de l'Amstel Gold Race en 2023. 3e de Liège-Bastogne-Liège l'année dernière et 4e du Strade Bianche 2025. C'est pour vous dire que... Est-ce que vous pouvez nous dire combien il a fait dans Paris-Camembert Parce que c'est la course du coin, Paris-Camembert. Bon, il arrive, il est dans le final. C'est un attaquant né, Ben Illy. Il a combien d'avance sur les poursuivants, donc c'est-à-dire ceux avec qui il était en échappée? Alors écoutez, il a exactement 2 minutes 24 d'avance sur les deux coureurs que sont Storer, le coureur de l'équipe Tudor, et Quinn Simmons, le coureur, l'américain, le coureur de la Trek. Ben Illy, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il a fait un numéro. Il est parti, il s'est extrait de l'échappée que vous venez de citer, et il est parti à 40 km de l'arrivée tout seul. Il a géré les dernières ascensions, il a fait un exploit incroyable, mais encore une fois, on aurait révélé tout son palmarès tout à l'heure. Et c'est un coureur qui est vraiment, vraiment complet, un coureur de classique, mais c'est un coureur aujourd'hui qui rentre dans les grands vainqueurs du Tour de France. Alors, ça y est, il s'approche. Il était à 7 minutes 37 au classement général, donc il ne prendra pas le maillot jaune. Non. A priori, est-ce que Mathieu Van Der Poel, qui fait partie de l'échappée, va reprendre le maillot jaune? Il y a du suspense pour ça. Alors, un petit peu de suspense, mais Mathieu Van Der Poel, effectivement, au départ de Bayeux ce matin, il ne se trouvait qu'à 1 minute 28 de Tadej Pogacar. Et là, pour l'instant, il a un peu plus de 3 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Il est en train de se faire un peu distancer par le groupe d'échappés, les 7 tout à l'heure. Il est un petit peu à la peine, mais Mathieu Van Der Poel, mais il est à quelques kilomètres de l'arrivée. Et je pense normalement, on le disait avec Pascal tout à l'heure, que Mathieu Van Der Poel va revêtir ce maillot jaune, ce qui est un espoir encore une fois. Quand vous le prenez, que vous le reperdez, c'est très rare dans le Tour de France. Voilà, l'arrivée avec la dernière montée, ça n'a cessé de monter toute la journée, 11% de pourcentage. Et vous nous confirmez, donc c'est l'arrivée avec une victoire irlandaise, Vincent Barthaud. Oui, voilà, victoire irlandaise, Ben Illy qui va franchir la ligne d'arrivée. Voilà, il est à quelques mètres de l'arrivée. Aujourd'hui, une étape, vous l'avez dit, avec pratiquement 4000 mètres de dénivelé quand même. Il y en a partout depuis le départ. Ça a roulé pratiquement à plus de 45 km/h et on a aujourd'hui un champion qui franchit la ligne d'arrivée. Ben Illy, le coureur de l'Education First, c'est mérité. On peut tous l'applaudir. Bravo. Bravo, bravo à cet Irlandais Ben Illy. Et donc, normalement, le maillot jaune à venir pour Mathieu Van Der Poel. Mais on refera le point tout à l'heure avec notre autre consultant. Vous avez évoqué Pascal, c'est notre Pascal Chanteur avec qui, tout à l'heure, Judith, aux alentours de 18h20, on fera le point de l'étape. Donc, comme nous l'a confirmé Vincent Barthaud, victoire irlandaise aujourd'hui en Normandie. Bravo, messieurs. Dans un petit instant, la parole est à vous. Vous le savez, sur Sud Radio, on dit tout, parlons vrai. Il va y avoir les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu. Puis juste avant ça, on file au standard pour accueillir notre auditeur fil rouge, juste après une courte pause. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 17h15 sur Sud Radio, c'est l'heure de filer au standard. Vous savez, Sud Radio, c'est votre radio. Vous pouvez nous appeler, passer un coup de gueule, un coup de cœur, dire ce que vous voulez. Nous recevons Luc qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Judith, bonjour Frédéric. Et Luc, où dans le Val-de-Marne alors? Je suis au Perreux-sur-Marne. Ah, le Perreux. Ça vous fait rêver, Frédéric? Ben non, mais à 86, pas très loin. Après, il y a Nogent-sur-Marne, vous etc. Vous êtes meilleur géographiquement, merci. Ouais. Bravo. Alors Luc, vous allez nous parler d'un truc qui vous travaille un petit peu, c'est qu'il y a une espèce de notion qui était importante avant, qui est le courage, qui est dévalorisé. Et du coup, ça amène un manque de patriotisme. Oui, et quelle plus belle introduction que votre, comment dirais-je, journaliste sur le Tour sur le Tour de France. Oui, avec le courage. Ouais. S'il en est quelque chose qui en est la preuve, c'est bien cela. Déjà, je voudrais dire bonjour à vos illustres invités. Bonjour. Qu'on me pardonne cette flagornerie, mais je souhaite bien me faire voir en prévision du qui c'est qui l'a dit. Ah, c'est bien ça. Alors, vous savez qu'avec nous, c'est pas le qui c'est qui l'a dit, c'est le quiz musical. Ouais. Ah bon, alors d'accord. C'est moins drôle peut-être pour vous, ça va être rock'n'roll aujourd'hui. Est-ce que vous êtes calé en musique? Pas du tout. Vous voyez, égalité. Comme quoi, il faut toujours se méfier. Je vous ai mis des trucs très reconnaissables, ça va aller, Luc. Absolument. Alors on vous écoute. Oui. Je voudrais dire courage. Êtes-vous de ceux qui dégainent à tout bout de champ cette injection
cette injonction à l'égard de vos concitoyens. Une injonction à tenir bon face à l'adversité haineuse venue pour une tradition graine et un croissant beurre, s'il vous plaît. Courage à votre ami, votre copain, qui n'en fout pas une en attendant son RSA, et à qui vous donnez ainsi l'absolution qui lui permettra de persévérer. Jadis, ce mot jaillissait de la bouche des généraux, de capitaines, en hardissant les troupes valeureuses embrigadées au risque de leur vie pour faire briller envers et contre tout leur patriotisme. Courage, donnez au pays le meilleur de vous-même et oubliez-vous. Oubliez-vous. Comme le caporal-chef Maxime Blasco, qui en Afrique a sauvé 2 de ses camarades et y a laissé la vie. Oubliez-vous, comme le colonel Arnaud Bertram, qui a poussé l'abnégation à sacrifier sa vie pour une compatriote qui ne lui était rien, si ce n'est un être humain innocent, que dans son engagement, il s'était juré de protéger. C'est beau, Luc. Dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je vous rappelle les conditions d'éligibilité à la Légion d'honneur. Des personnes qui ont réalisé un acte de bravoure ponctuel ou qui ont exposé leur vie dans l'exercice de leurs fonctions. Mais que vaut cet honneur aujourd'hui, dans la mémoire nationale, face à la nuée de guignols cultureux, dont la vie n'a été menacée que par des jets de légumineuses et autorisée aujourd'hui à porter la cocarde rouge. Et c'est écrit ça, Luc, merci, bravo, magnifique. Bravo, hommage au courage, c'est vrai qu'il en faut. Luc, on se retrouve en tout cas tout à l'heure pour le débat, 17h30. Vous défierez une première fois Ehud Amadou et Joseph Touvenel, et puis une deuxième fois donc pour le quiz musical. Mais franchement, même si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous avez possibilité de gagner. Joseph Touvenel vous confirme. Il y a des trucs très Oui, reconnaissables. Hein. Voilà. Je resterai sans doute égal à moi-même, c'est-à-dire 0 réponse. Bon, mais non, je suis sûr que c'est pas vrai. Allez, c'est parti pour les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix: scrutin, otage et perquisition. Les députés entérinent la réforme du scrutin à Marseille, Lyon et Paris. Un scrutin pour la mairie centrale, un autre pour les arrondissements. Plus possible de devenir maire sans être majoritaire dans les urnes. Le Hamas accepte de libérer 10 otages à Gaza. Benyamin Netanyahou se dit optimiste sur une trêve en attendant de nouvelles frappes à Gaza. On fait 52 morts aujourd'hui, dont 8 enfants selon la défense civile de l'enclave. À suivre aussi, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin est entendu comme suspect libre dans l'enquête sur le financement des campagnes électorales du RN. Et puis tiens, un 4e petit mot pour la route. Boulette. Donald Trump félicite le président du Libéria pour son anglais, dont c'est en fait la langue maternelle. Les vraies voix Sud Radio. Un scrutin pour les conseillers d'arrondissement ou de secteur. Un autre scrutin pour le conseil municipal central. L'Assemblée nationale valide ce nouveau mode des élections municipales à Paris, Lyon et Marseille. À 9 mois des élections municipales, les sénateurs étaient contre. Alors le gouvernement a donné le dernier mot à l'Assemblée nationale pour cette proposition de loi défendue par Sylvain Maillard, député Renaissance de Paris. Nous permettrons qu'il soit mis fin à cette anomalie démocratique qui rend possible aujourd'hui qu'un maire soit éventuellement élu à Paris, Lyon et Marseille sans avoir obtenu la majorité des voix. Nous abolirons ainsi ce véritable système des swing states que constitue le scrutin municipal par arrondissement, où l'on ne cherche pas à gagner l'adhésion du plus grand nombre d'électeurs, mais bien de tel ou tel secteur en fonction du nombre de ses élus. Un système qui a trop longtemps divisé politiquement en deux nos villes, et auquel il est temps de mettre fin. Le député macroniste de Paris, Sylvain Maillard, les swing states, en référence au système électoral des États-Unis qui permet d'être élu président, même en étant minoritaire dans le scrutin populaire, comme ça a été le cas de George W. Bush en 2000 ou de Donald Trump en 2016. Pour ce qui est de nos métropoles en France, l'ancien système datait de Gaston Defferre, ancien maire de Marseille et ministre de l'Intérieur, qui l'avait mis en place dans les années 80 avant des municipales qui étaient un peu mal engagées pour lui. C'était pour garder Marseille. Ehud Amadou, vous qui avez été élu, c'est juste ou pas ? Non, moi je pense que la temporalité elle était pas bonne parce que voilà, on est à l'approche des élections municipales, mais c'est vrai que les règles doivent être les mêmes pour tous et il fallait vraiment faire tomber cette exception marseillaise, lyonnaise et parisienne. Et alors, Joseph, Touvenel. La même chose. C'est vrai qu'il y en a qui ils sont d'accord. Il y en a qui se sont Incroyable. demandé si c'était pas fait sur mesure pour Rachida Dati, cette réforme. D'où la Bon, bah, temporalité qui pour moi était pas bonne. Mais Non, mais c'est certain que les calculs électoraux, ils sont faits à chaque fois. Les lois électorales changent en fonction des désirs de la majorité du moment. Ça, c'est clair. on n'est qu'à 1 an des municipales. Là. Démocratiquement, c'est mieux que quand mais la campagne, quelqu'un est élu. D'abord, c'est pas le maire qui est élu, c'est le conseil municipal. Donc, quand le conseil municipal est élu, il est quand même un peu logique qu'il corresponde à une majorité de citoyens.
Voilà. Votre deuxième mot, Félix, otage. Le Hamas se dit prêt à en libérer 10. Libération dans le cadre des négociations indirectes avec Israël via le Qatar et l'Égypte qui jouent les entremetteurs. 10 des otages en captivité depuis le 7 octobre 2023. Le Hamas se dit prêt à cette libération alors qu'hier, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou se disait optimiste quant à la suite des négociations en vue d'une trêve à Gaza. La défense civile de l'enclave palestinienne fait état aujourd'hui de 52 morts, dont 8 enfants dans de nouveaux bombardements. Avant ces récents développements de la journée, en tout cas, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, se voulait lui aussi optimiste il y a quelques heures. Israël est sérieux dans sa volonté de parvenir à un accord sur les otages et un cessez-le-feu à Gaza. Je pense que c'est réalisable. Si un cessez-le-feu temporaire est obtenu, nous négocierons un cessez-le-feu permanent, affirme même donc le ministre israélien des Affaires étrangères. Oda Madou, vous y croyez, vous, à un cessez-le-feu et aussi à la libération de ces otages ? J'ai envie de dire enfin. J'y crois parce que je suis toujours pleine d'espoir et effectivement il faut vraiment que ce conflit cesse et c'est vrai que là il y a beaucoup trop de dommages collatéraux notamment humains. J'attends de voir. Joseph Touvenel. Je l'espère comme tout le monde. Enfin, faut rappeler quand même que la cause c'est le 7 octobre, qu'il y a 50 otages dont un certain nombre sont morts. Aujourd'hui, donc quand le Hamas dit on va en libérer 10, ils vont libérer des vivants ou des cadavres ? On n'en sait rien. Et quand on a les chiffres qui sont donnés par la défense civile de Gaza, c'est Radio Hamas. Donc les chiffres, ok, mais on peut aussi en discuter. Je rappelle que le Hamas a instauré une dictature sur le peuple palestinien. Et que de l'autre côté, Israël, qui peut avoir des torts, comme dans tout conflit, personne n'est tout gentil ou tout mauvais, mais Israël, c'est une démocratie qui a été attaquée dans des conditions abominables. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël il n'y a pas si longtemps et de voir ce qui a été filmé par les caméras GoPro du Hamas, un film qui n'est pas montré tellement il est violent, qui n'est même pas montré aux soldats de Tsahal pour pas les rendre fous furieux. Ce sont des abominations dont on ne peut pas imaginer. Il faut avoir conscience de ça. Qui Israël a en face, ce qui n'excuse pas les débordements qu'il peut y avoir dans toute armée. Votre troisième mot, Félix, perquisition. On apprend aujourd'hui la mise en cause de Pierre-Édouard Stérin dans l'enquête sur le RN. Le milliardaire conservateur entendu comme suspect libre, en l'occurrence pour les municipales puis les régionales de 2020 et 2021 à Marseille. Au lendemain des perquisitions, notamment au siège du RN sur les dons au parti de la part de particuliers, les dirigeants du Rassemblement national dénoncent une procédure politique, à l'image d'Edwige Diaz, députée de la Gironde et vice-présidente du RN. Ce qu'on constate, quand même avec étonnement, c'est que plus nous nous rapprochons du pouvoir, plus nous sommes élevés dans les sondages, et bien plus il y a une sorte d'acharnement judiciaire à notre rencontre. On le voit bien avec toutes ces pseudo-affaires qui naissent. Là, cette semaine, c'était 3 affaires quasiment. Cette perquisition a servi, je pense, de prétexte pour récupérer tout un nombre de documents. Voilà, nos mails, nos notes, la liste de nos candidats, notre ébauche de programme pour 2027, notre stratégie électorale et tous nos échanges internes. Donc ça, oui, ça pose un problème. Le parti d'opposition, dans une vie démocratique, eh bien, doit pouvoir travailler en toute confidentialité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. La députée de la Gironde et vice-présidente du RN, Edwige Diaz, au micro de Benjamin Glaise dans le Grand Matin Sud Radio. Et nous en reparlons dans notre grand débat dans quelques instants à 17h30. La question, vous répondez sur le compte X. Est-ce que, comme le député Jean-Philippe Tanguy l'a dit ce matin, vous pensez que le RN est espionné ? Vous donnez votre avis. Quatrième mot, une petite boulette, même une grosse, j'ai envie de dire, signée Donald Trump. Félix. Il a félicité pour la qualité de son anglais le président du Libéria, dont c'était la langue maternelle. Thank you. It's such good English. Such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Quel bon anglais, où est-ce que vous l'avez appris? Puis un petit flottement gêné. Au Libéria, lui répond l'autre. Voilà, bravo pour votre English, j'ai envie de dire que moi je vous félicite pour votre français depuis le début de cette émission. Tout va bien, tous les jours. Capitale du Libéria. C'est même la langue officielle du Libéria. Arrêtez de poser des cols comme ça. C'est Monrovia. Et le célèbre sportif, c'est George Weah, le footballeur qui a été président de la République. Allez, votre grand débat du jour dans un instant. Le Rassemblement national est visé par une nouvelle enquête pour financer
financement illégal de campagne électorale. Ce mercredi, la brigade financière a perquisitionné le siège du parti sous la direction du juge Serge Tournaire. Jordan Bardella dénonce un acharnement judiciaire et un prétexte pour fouiller son bureau. Alors, acharnement pour Bardella, espionnage pour Jean-Philippe Tanguy, un terme assumé de la part du député. Nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Comme l'affirme le RN, pensez-vous qu'il soit espionné ? Et vous pouvez aussi nous appeler sans voter en nous appelant au 0826 300 300. C'est vrai que c'est pas mal aussi. Ça marche pas mal. On a un invité qui va nous éclairer. Oui, André Cotarac, qui est le porte-parole du RN et qui est avec nous. Une petite question rapide peut-être. Andrea Cotarac, bonjour, vous êtes avec nous donc. Bonjour. Bonjour. Une question simple. Le RN est-il rattrapé par ses pratiques ou est-ce qu'il est victime d'un acharnement politique ? C'est évidemment un acharnement politique. Vous savez, la règle en politique, c'est très encadré. Vous avez la Commission nationale des comptes de campagne qui vérifie les documents, qui en demande lorsque vous en avez oublié, qui valide des comptes. Et nos comptes ont été instruits et validés. Par conséquent, je ne sais pas pourquoi on fait une perquisition pour aller chercher de nouveaux documents qu'on peut nous demander. Et on va pouvoir approfondir. Oui, c'est un espionnage, oui, tout à fait. On va pouvoir approfondir tout ça dans un instant, puisque sur Sud Radio, priorité aux faits, pas aux effets. Parlons vrai, à tout de suite pour le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Ah, c'est le moment crucial pour nos vraies voix, parce qu'ils entrent sur le ring pour notre premier grand débat. Nos deux vraies voix sont Aude Amadou, ancienne sportive, pour le ring ça devrait aller, et puis ancienne parlementaire. Ça ira aussi pour le ring. Voilà, d'un côté. Et puis Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs, et puis ancien syndicaliste. Lui aussi, il aime le ring. Tant mieux. Absolument. On est aussi avec... Alors, on va peut-être annoncer notre débat. Et puis, on annonce le débat. Allez, c'est parti. Annonçons. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le Rassemblement national se retrouve une nouvelle fois au cœur de l'actualité judiciaire. Hier matin, le siège du parti a été visité par une vingtaine d'enquêteurs de la brigade financière. Une perquisition menée sous la direction du juge Serge Tournaire dans le cadre d'une information judiciaire qui a été lancée en juillet. L'enquête vise des soupçons de financement illégal des campagnes présidentielles, législatives et européennes entre 2022 et 2024. Un nouvel épisode qui vient s'ajouter à la récente condamnation de Marine Le Pen et à une procédure distincte engagée par le parquet européen. Jordan Bardella dénonce une offensive judiciaire et parle d'un prétexte pour s'en prendre à son espace de travail. Le RN ne serait donc pas irréprochable. Ses membres avancent son exemplarité en comparaison avec les autres partis et pourtant la justice enquête. Quel sentiment cela vous inspire-t-il ? Est-ce que, et c'est la question du jour, comme l'affirme le RN, vous pensez qu'il soit espionné? La question sur le compte X de Sud Radio, et pour l'instant, la tendance, c'est oui à 86%. Le RN est espionné pour ceux qui ont participé à la consultation. Évidemment, il s'agit d'une consultation et non pas d'un sondage. Comme vous le disiez, Judith, notre invité est Andrea Cotarac, porte-parole du RN. Andrea, vous êtes toujours avec nous ? Toujours. Alors, Andrea, on a commencé juste avant la coupure. Vous avez commencé à nous expliquer que cet espionnage, qui est un mot utilisé par vos soins, par votre parti, c'est de l'acharnement politique, tout simplement. Oui, tout à fait. Vous savez, pour que vos auditeurs comprennent un petit peu, quand on fait une campagne électorale, vous avez tout un tas de règles à respecter et vos comptes sont scrutés et validés par ce qu'on appelle une commission nationale des comptes de campagne. Dans toutes les élections que vous avez évoquées, municipales, régionales, législatives, etc., tous nos comptes de campagne ont été validés par la commission nationale des comptes de campagne. Et donc, perquisitionner, alors même que la commission peut nous demander un document qu'il n'aura pas, c'est assez extraordinaire. Et par ailleurs, on nous attaque sur l'autre point, c'est sur des prêts de particuliers qui ont offert de l'argent et qui sont remboursés ensuite aux partis. Des prêts à répétition, et c'est la répétition des prêts qui pose problème. Alors, ça s'appelle des prêts habituels, mais en fait la jurisprudence n'est pas claire à ce niveau-là. Et juste pour vous demander et vous poser une question, est-ce que on peut se demander pourquoi est-ce que le RN fait appel à des Français pour faire vivre la démocratie, tout simplement parce que les banques
les banques refusent de financer le premier parti de France. Alors, justement, vous faites bien de poser la question parce que c'est le principe de l'émission. Les vraies voix répondent. Aude Amadou, alors déjà d'accord sur le principe valider, c'est gagner. Enfin, c'est un peu. Non, mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi sortir de cette posture du Calimero. Moi, franchement, si on n'a rien à se reprocher, qu'il y ait une perquisition, moi, franchement, ça me poserait pas de problème. Pour la deuxième partie, effectivement. Moi, ce que je remarque, c'est que depuis hier, les éléments de langage du RN, alors il n'y a pas une déviation. C'est-à-dire que mot pour mot, vous dites tous la même chose. Par contre, sur le financement, je peux juste sur ce point vous rejoindre parce que effectivement, il y a un vrai problème de financement pour le coup pour ce parti. Il y avait des promesses qui avaient été faites notamment de d'autres politiques, notamment François Bayrou qui le portait et notre président également. J'ai envie de vous dire, vous avez quand même une belle majorité à l'Assemblée nationale, donc vous pouvez aussi vous saisir du sujet et faire en sorte que le financement des partis politiques soit revu et proposer cette banque des territoires. C'est prévu, Andrea Cotarac ? Écoutez, la réalité, c'est la chose suivante, c'est que quand le RN propose, y compris des idées qui sortent du camp d'Emmanuel Macron, puisque même le candidat à la présidentielle, Emmanuel Macron, avait proposé ce qu'il appelait la banque pour la démocratie, considérant quand même que c'était anormal que des partis politiques comme le sien avaient droit à des prêts en veux-tu en voilà qui sont acceptés avant même de voir le banquier, et quand il s'agit du Rassemblement national, toutes les banques françaises refusent. Et donc il avait proposé en 2017, c'est-à-dire il y a 8 ans maintenant, la Banque pour la démocratie. Si demain on propose ça, vous croyez vraiment que les adversaires vont valider ça ? Vous croyez vraiment que les adversaires vont voter ? Je voudrais juste vraiment vous donner une anecdote. En 2017, quand je me suis présenté, effectivement, je n'avais aucun bagage politique et j'y suis allé avec ce mouvement et cette nouvelle vague de nouveaux députés. Je vous rassure, on m'a refusé mon prêt à la banque. Donc c'est pas une spécificité du Rassemblement national et j'ai dû également être confronté à cette difficile. Donc j'aimerais aussi que les auditeurs sachent que c'est pas une spécificité du Rassemblement national. Si je peux juste Andrea Cotarac, allez-y et puis on vous donnera la parole après. Si vous n'avez pas pu être financé, je vous le dis, c'est un scandale. Le problème, c'est que là, on parle pas de l'élection municipale de Saint-Laurent-de-Chamousset ou de je ne sais quelle circonscription. On parle d'une élection présidentielle, c'est-à-dire la mère des élections. Et là-dessus, il y a un parti à qui on refuse en 2012, en 2017, en 2022 un prêt, c'est le premier parti de France. Et ça pose un vrai problème. Et j'aimerais juste rajouter un point. Quand vous dites une perquisition, si vous avez rien à vous reprocher, c'est pas grave. Moi, je vais vous donner une anecdote. J'étais à la France Insoumise. Oula, c'est un grand écart quand même. Oui, ça c'est le cas de dur. Lorsque vous faites une perquisition dans un mouvement politique, que ce soit contre Jean-Luc Mélenchon, contre Jordan Bardella, ça pose un vrai problème. Pourquoi ? Jean-Luc Mélenchon lui a pris son agenda sur les 3 dernières années, avec tous les rendez-vous qu'il avait, y compris avec des militaires qui étaient en poste, y compris avec des personnes qui ne voulaient pas et qui ne souhaitaient pas que l'on sache qu'il ait vu telle ou telle personne. Ce n'est absolument pas normal. Aujourd'hui, on fait la même chose à Jordan Bardella en lui prenant toute sa boîte mail. Je vous rappelle qu'il y a une séparation des pouvoirs dans le pays, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique. À chaque fois que l'autorité judiciaire est atteinte, alors là, sur tous les médias, on explique qu'il y a une violence contre l'autorité judiciaire et son indépendance. En revanche, quand l'autorité judiciaire s'attaque à prendre des documents extrêmement importants à la liberté des partis politiques, alors là, ça pose le problème à personne. Bon, alors on vous entend, Andrea Cotarac, et on comprend les problèmes de financement, mais il y a quand même Joseph Touvenel, le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, qui a été entendu comme suspect libre. Il est soupçonné d'avoir empilé les prêts au profit des candidats RN pour près de 2 millions d'euros. Alors il y a un problème de financement global. C'est incroyable, voilà des gens qui ont de l'argent et qui décident de financer la démocratie. Ça choque qui ? Enfin, moi, ça me choque pas. Si j'avais de l'argent, sans doute que je financerais peut-être des partis politiques, j'en sais rien. J'ai pas d'argent. Mais ça pose... Vous êtes sûr, Joseph ? Vous êtes vraiment sûr ? Et mon banquier pourra vous le confirmer. Mais ça pose vraiment le problème de la démocratie en France. Il est absolument anormal qu'un parti, quel qu'il soit, dépende du bon vouloir du banquier. Il y avait des promesses, ça a été rappelé François Bayrou, mais Emmanuel Macron, dans le charter de ses promesses non tenues, avait aussi celle de faire un système bancaire. Ça pouvait être la CDC, ça pouvait être, on pouvait créer une structure où les partis politiques pourraient emprunter dans des conditions normales, légales, etc. Ça n'a pas été mis en place. Qu'est-ce que fait le RN et peut-être d'autres ? Demande au privé de le financer. Alors il se trouve qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui le financent. Je note quand même, avec un peu d'étonnement, que quand c'est François Fillon, ça va très vite.
les juges sont très rapides. Quand c'est Nicolas Sarkozy, il est condamné et le juge nous dit oui, j'ai pas vraiment les preuves, mais moi je pense que, qui en termes de droit français m'étonne un peu quand même. Et quand c'est le parti de Marine Le Pen, on vient reprocher à Monsieur Sterrin de financer. Il le dit d'ailleurs. Il dit j'ai des convictions, j'ai un idéal, donc comme j'ai gagné beaucoup d'argent, je donne de l'argent pour mes idées. Ce qui est pas vraiment choquant. Mais quand c'est Monsieur Pigasse, personne s'y intéresse, il est milliardaire et finance aussi. On entend, et ça on me entend choque. parler de Monsieur Pigasse. Beaucoup moins. Rien. Beaucoup moins. Rappelez-nous. Il y a une commission d'enquête sur Monsieur Pigasse. Non, effectivement. Et Monsieur Pigasse dit je suis milliardaire et je finance la gauche. Et oui, c'est mais très bien. le parti qu'il finance n'est pas sous enquête non plus, Joseph. C'est justement le problème. Pourquoi certains sont sous enquête et pas d'autres? Et là où, alors je ne sais pas si le RN est espionné. Il y en a qui sont soupçonnés de premier pas. parti. Il est quand même très surveillé, d'accord. Et surtout, il y a un problème qui a été soulevé, qui est difficilement, on peut le résoudre difficilement, c'est que dans une perquisition, effectivement, en plus, comment ça se passe aujourd'hui, on absorbe tous les téléphones, le téléphone portable, les ordinateurs, c'est-à-dire que le pouvoir, quand même, a des renseignements, et c'est un peu gênant pour le fonctionnement démocratique. Après, c'est peut-être justifié aussi. Mais il y a aussi le nombre de prêts, parce qu'il y a un règlement. Vous le connaissez, le règlement, Andrea Cotarac. C'est de 23, ouais. C'est la notion de habituellement, c'est-à-dire que c'est dans un cadre, il faut que ça peut se faire de manière exceptionnelle, mais quand c'est trop récurrent, en fait, on considère que la personne qui effectue qui donne un prêt devient une banque. Et là, pour le coup, ça pose problème. Donc, il y a effectivement un cadre à respecter. C'est-à-dire que mais il y a un flou, Damadou, il y a un flou. C'est sur la notion de habituellement, qui effectivement, on peut l'interpréter. En plus, la jurisprudence se contredit parce qu'on a deux jurisprudences contradictoires. Il y en a une du côté pénal, on va dire, s'il y a eu 2 prêts successifs, c'est du habituel. Et il y en a une autre qui nous dit, ah ben non, il en faut au moins 5. Bon. 0826 300 300, vous savez que vous pouvez réagir évidemment à ce que vous entendez sur l'antenne de Sud Radio. On file au standard. Oui, avec Luc, notre auditeur fil rouge. Luc, vous avez la possibilité de réagir et puis peut-être de poser une question à Andrea Cotarac, je rappelle le porte-parole du Rassemblement National, Luc. Alors bonjour, rebonjour. Oui, je vais réagir. Alors déjà une chose, vraiment, j'ai eu la larme à l'œil. Je viens juste d'ouvrir une cagnotte litchi pour Joseph Touvenel. Vraiment, ça me fait pas vous me donnez les parce que je vais donner, parce que moi je l'adore, ce Joseph. Allez, redevenons sérieux. Redevenons sérieux. Je vais vous dire 2-3 choses. Bon, alors, de l'espionnage, non, c'est pas de l'espionnage, c'est des fantasmes. Mais Andrea Cotarac va comprendre ce que je veux dire. L'espionnage, c'est la discrétion, la duplicité, les manigances, l'argent, le sexe, pourquoi pas. Mais non, là, ce n'est pas le cas. On tombe vraiment dans cette dérive antidémocratique, et je le dis et le répète, sur laquelle nous surfons en ce moment. Dérive antidémocratique. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit tous les jours que ça soit l'Union européenne, reliée chez nous par un boss de l'économie, de la politique, qui s'appelle M. Thierry Breton, qui a tout raté partout, et qui... Non, sinon il ne serait pas là, déjà, par nature. Voilà. Mais bon, Luc, allez-y. Dans les affaires, il n'a pas eu de grand succès, ça c'est vrai. Bon, il a réussi à couler quand même un certain nombre de belles entreprises. Quand on est là, c'est quand même qu'on a une carrière, c'est pas bon. Qu'on a des amis. Mais Luc, sur ce premier point, on va faire le ping-pong, Luc. Luc, on fait le ping-pong, parce que c'est ça qui est intéressant. Mais c'est pas fini ce que je voulais dire. Oui, mais justement, vous allez continuer. Mais ce que je vous propose, c'est de le faire en ping-pong. Sur le terme d'espionnage, Andrea Cotarac, ce que dit Luc sur l'espionnage, vous n'allez pas quand même un peu loin? C'est vrai ce que dit Luc, Andrea Cotarac. Moi, je reproche à chaque fois, et pour tous les candidats à la présidentielle, qu'on vienne leur piquer leur agenda, qu'on vienne fouiller dans leur boîte mail, et qu'on essaie de justifier quelque chose. Je termine, si je peux me permettre de faire au moins 2 phrases pour répondre à notre auditeur. Deuxième point, je suis très légaliste, moi. Je suis attaché à la République, je suis attaché à la démocratie, je suis attaché à la loi. Il ne s'agit pas de milliers de prêts ou de je ne sais quoi. On n'a pas d'autre choix que de se tourner vers le peuple français pour les défendre. Les banques françaises refusent des prêts. Et on en a fait 23. 23 qui sont tous remboursés comme prévu par la loi au bout de 5 ans. Donc je ne vois pas vraiment quel intérêt
l'autorité judiciaire à aller chercher 30 000 pièces, à aller fouiller dans les boîtes mail de Jordan Bardella. Moi, je suis attaché au pluralisme. Et excusez-moi, Andrea Cotarac, le dernier prêt, il y a le plus ancien qui remonte à 2007 quand même dans les emprunts. Oui, mais ça fait depuis très longtemps, peut-être depuis 1976, que les banques refusent des prêts au premier parti de France. Oui, mais du coup, il n'a pas été remboursé en 5 ans, celui-là, si ? Non, mais les 23 prêts là, de la perquisition en question, sont tous remboursés au bout de 5 ans. Mais à la limite, je peux vous parler de la jurisprudence qui n'est pas très claire d'ailleurs à ce niveau-là, puisque vous semblez être très sûr de vous concernant l'interdiction de ces prêts-là. C'est pas vrai. La jurisprudence n'est pas aussi claire. J'ai pas dit ça, monsieur. J'ai entendu sur le plateau. Oui. Et les prêts sont remboursés au bout de 5 ans comme prévu par la loi. Donc moi, si vous voulez, un pays où on n'interdit pas les chaînes de radio, de télévision, une Union européenne où on n'interdit pas à un candidat de se présenter, etc. Mais ce serait merveilleux. Le problème, c'est que c'est pas le cas. La suite, Luc. Attendez, on continue. Oui, Andrea Cotarac, j'ai promis à Luc. Donc la fin courte de votre triple question, Luc. Allez-y. Oui, qu'Andrea Cotarac ne le prenne pas mal. Je suis à ses côtés. Ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que le mot espionnage est un mot qui n'a aucun intérêt. Le problème, il est l'absence totale de démocratie dans notre pays à l'heure actuelle. Quand vous voyez que des hommes, par exemple comme Éric Tegner, on peut en penser ce qu'on en veut, le directeur de Frontières, il est quasiment interdit bancaire dans la mesure où aucune banque n'accepte de lui ouvrir un compte. Qui est un média, on le rappelle, un média Frontières. On peut pas non plus dire qu'on n'est pas en démocratie, sinon vous pourriez pas dire ce que vous êtes en train de dire, Luc. Attendez, madame. Voilà. Madame, alors je vais vous dire une chose, madame. Je vais vous dire une chose. Oui. Quand Zemmour s'est présenté, je me suis présenté à la députation. Oui. D'accord ? Je vous dis franchement, vous voyez, j'ai aucun problème parce qu'on est en démocratie et tout. Par contre, mes banquiers m'ont dit, écoute, Luc, on a des affaires ensemble, patati patata, ça nous enquiquine, ça nous machin et tout. Voilà, c'est terminé. Quand vous voyez des gens comme le rédacteur en chef, le directeur de l'Incorrect, j'ai plus son nom en tête. Et on peut pas donner énormément d'exemples, Luc. Faut vraiment aller à l'essentiel, c'est le principe. Oui. Et ben c'est en ça que je veux dire qu'on n'est plus en démocratie. C'est sûr que je peux dire ce que je veux. Tout est relatif, alors. On va dire ça. Mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que Andrea Cotarac a raison. Il se trompe un petit peu de débat là, en l'espèce. Le débat en l'espèce, c'est de dire que ce qu'il a subi, ce que le RN a subi, c'est un oukase qui vient d'une espèce de caste qui ne veut pas de nos idées. Et qui ne veut pas donc de l'accession au pouvoir. Alors, une conclusion rapide de nos deux vraies voix. Joseph Touvenel, rapide, et après, Odamadou. Judith a raison de souligner que nous sommes encore en démocratie. Le problème, c'est qu'on a l'impression que la démocratie recule. Notamment quand l'Arcom peut faire fermer une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit. Moi, ça me choque, parce que ces gens, ce ne sont pas des juges, ils ont été nommés par le pouvoir, et c'est très inquiétant. On voit quand même que notre démocratie recule. À nous de la défendre, et j'appelle tous ceux qui ne vont pas voter à aller voter aux prochaines élections. C'est ça aussi la démocratie. Odamadou. Moi, j'encourage effectivement les députés du Rassemblement national à s'emparer du sujet, puisque vous êtes une belle majorité, et de faire une proposition de loi sur ce financement. Andrea Cotarac, on vous remercie d'avoir participé à ce débat. Nous rappelons que vous êtes porte-parole du RN. Alors, dans un instant, vous prenez la parole sur Sud Radio, puis vous devenez gagnant ou gagnante. C'est votre moment si vous voulez jouer avec nous. C'est au 0826 300 300 et ça va être le quiz musical de l'été. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio et vous avez bien raison, nos vraies voix du jour. Vous m'avez touché pour dire attention. C'est vous les vraies voix. Attention. Alors, Odamadou est avec nous. Ils sauront tous nos auditeurs. De toute façon, on nous voit. Vous pouvez nous voir sur la chaîne YouTube. Vrai. Oui, d'ailleurs, faites attention. Je suis bien maquillée ou pas? Ça, c'est pas mon problème, vous le savez. Bon, Odamadou est avec nous, vraie voix, ancienne députée et ancienne sportive de haut niveau. Le handball, d'ailleurs. Et puis, Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs et ça rigole pas, ancien vice-président de la CFTC. Absolument. Oui. 17h52, c'est l'heure du quiz ou du blind test, comme vous voulez.
Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, c'est quoi mon thème du jour? Alors déjà, on accueille Luc. Ah oui, c'est ça, on est avec Luc encore. 0826 300 300. Si vous voulez participer, vous nous appelez et vous pouvez faire comme Luc, mais notre auditeur, un fil rouge de la journée. C'est Luc qui défie. Alors là, je fais mon Gennaro Oliveri. Vous étiez pas né. Vous savez, dans Jeux sans frontières, il y avait. Pourquoi vous me dites que j'étais pas né? Parce que je suis plus vieux que vous. On le sait. On le Moi, sait. je suis très très jeune. J'ai au moins 15 ans. Allons-y. Non, 17. Ouais. Alors, le jeu, le principe. Luc, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous et pour rassurer Judith, elle n'a pas besoin de maquillage. Oh, c'est gentil ça. Bon, allez, on enchaîne. Hein, non. Vous affrontez Aude et Joseph. Vous êtes chacun de votre côté. Vous allez entendre 9 extraits. Il vous faudra répondre le plus rapidement possible dès l'extrait parti, l'interprète de l'extrait. C'est le premier qui répond qui gagne. Hein, et ça, je note les points. Le reste, c'est Judith qui vous a préparé ça, donc autrement dit, ça va être difficile. C'est pas vos goûts musicaux à vous. Allez, c'est la rock'n'roll attitude aujourd'hui. Premier extrait. Non, c'est pas Bowie. U2. C'est pas U2. Bon bah je passe le mot. C'est plus grunge. Ah, c'est Nirvana. C'est Nirvana. C'est Kurt Cobain. J'ai rien dit. Alors on lui donne. Oui. Je lui donne. Vous avez droit à 2 réponses quand c'est pas serré comme ça. Donc ça fait. Kurt Cobain ou Nirvana, c'est pareil. Hein. Oui. 1-0 pour Aude. Bravo Aude. J'ai sauvé l'honneur. Luc, vous ne l'aviez pas, on est d'accord, hein, Luc. Luc, vous écoutez pas Nirvana? J'écoute rien. Bon. À part Sud Radio, j'espère quand même. Voilà. Sauf Sud Radio. C'est parti. On peut passer au refrain, je pense. C'est Radiohead? Mais non. C'est pas Radiohead. C'est plus vieux. J'entends pas ce qu'a dit Luc. Chantal Goya. Oui, c'est cela. Joseph, toujours pas? C'est quelqu'un qui parle bien anglais. Alors Maxime, il me souffle que l'intro, elle est plus connue, notre réalisateur. L'intro de ce morceau est archi allez-y, connue. Voilà, remettez-la. Une dernière fois. J'arrive. Ouais, il faut y aller, il faut foncer. C'était Led Zeppelin. Allez, troisième extrait. Écoutez bien, c'était donc Led Zeppelin. Hein. On y va. Troisième extrait. Ah oui. Non. Attaque. Louise Attaque. Oui, Louise Attaque. Aude. Vous voyez que c'est facile. Il est pas difficile mon quiz. Ça fait 2-0. Vous n'étiez pas loin, Luc. Faut s'accrocher, c'est pas perdu. Il y a encore de la marge. Allez, encore. Quatrième extrait. ACDC. Non. C'est le seul que je connaisse. Oui, je sais. Led Zeppelin. Oui, Led Zeppelin. Non, c'est pas Led Zeppelin. Mais non. N'importe quoi. Frédéric, ça va pas. Je voulais vous faire gagner. Alors, vous ne l'avez pas? Non, Jimi Hendrix. Ah merde. Bah quand même. Ça, j'aurais dû savoir. Et alors, moi non plus. Cinquième extrait, écoutez bien. Ah, ça je le sais, ça. Hein. Les garçons ne pleurent pas d'ailleurs, hein, c'est ce qu'ils se disent. Boys, don't Luc. cry. The Cure. Ouais. The Cure. Bravo. Elle est terrible, Aude Amadou, là, hein, parce que j'adore le blind test. Elle peut encore être rattrapée parce qu'il reste encore 4 extraits. Alors là, faut aller vite. Attention, vous répondez tous. C'est Johnny? Oui, Johnny. Le feu. Ça fait 4-0. Aude Amadou ne peut plus être battue. C'est pas grave, on continue quand même. Allez, Bah ouais, mais septième on est extrait. hors ligne. On se fait un kiff quand même. Allez, écoutez ça, c'est qui? Bon, non, The Doors. Et puis après, c'est facile aussi. Police. Aude Amadou, vous m'étonnez. Ça Tous les gens. Quand même. Laissez Luc pour la dernière. Luc. Allez, le dernier. Le dernier pour Luc. C'est pas gentil. Allez, vous l'avez, écoutez. On l'a déjà. Vous y êtes, d'ailleurs. Vous y êtes, Luc. Hein? Je l'ai fait un autre monde. Ouais. Oui, vous y étiez au téléphone. Ah bien.
Merci Luc et bravo, mais Aude Amadou a dominé quand même. Incroyable. Luc, merci de votre participation, chers auditrices, chers auditeurs. Et 0826 vous notez ma stabilité dans les résultats. 300, Oui, 0 comme d'habitude. Si vous voulez jouer, allez, Sud Radio, c'est l'info en continu pour ne rien manquer. Et puis d'ailleurs, les prochaines infos arrivent juste après la pause en musique. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Et nos vraies voix du jour sont Aude Amadou, qui est une ancienne sportive de haut niveau et ancienne parlementaire, ainsi que Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs. Et puis à 18h07 sur Sud Radio, on joue. Alors, c'est parti. C'est le moment pour vous de jouer pour gagner un pack Lexon avec des objets design et connectés, des bubble lamps, une lumière douce et apaisante pour créer une ambiance unique bien évidemment. Et puis des radios Tico, des enceintes Bluetooth minotées compactes, puissantes et puis surtout parfaites pour écouter Sud Radio. Et puis le MacBank, c'est une batterie sans fil externe compacte et magnétique. Performance et élégance, tout ça c'est pour vous auditeurs de Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300. Aude Amadou, quel numéro sera le numéro gagnant? Le 9. Et bien voilà, 9e appel, vous y allez, 0826 300 300. Et puis tout de suite on file au répondeur. Je suis Alain Rivière, éleveur dans l'Ariège. J'entends toute la journée, et ça se comprend parce que c'est terrible et dramatique, tout ce qui se passe autour des feux de forêt et à tous ces gens qui ont tout perdu ou qui ont eu très peur, voire qui ont laissé la vie. On veut faire disparaître tous les paysans, tous les éleveurs. On veut les remplacer par des loups, par des ours, par des lynx. Mais quand ils ne seront plus pour couper les ronces, pour entretenir le paysage, pour nourrir les Français, je ne sais pas ce qui va se passer. Enfin, je le sais plutôt. Ça sera une grosse crise. Bon, alors vous avez laissé ce message au 0826 300 300. Il y a plein de choses. On va faire réagir nos vraies voix. Bon, il y a ce côté les écolos contre les agriculteurs, la sauvegarde de certains animaux contre les animaux d'élevage. Joseph Touvenel. En fait, c'est peut-être les faux écolos. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans les Landes. C'est il y a 2 ans ou 3 ans maximum, un immense incendie. Quelles sont les causes de l'incendie? C'est de faux écolos. Les gens qui connaissent pas la nature, on dit ah mais il faut tout laisser pousser, arrêter d'arracher entre les arbres. Mais en réalité, quand il y a eu l'incendie, ça a été une catastrophe parce que ceux qui connaissent la nature, qui sont les vrais écolos, entretenaient. Et voilà, moi je suis un écologiste, je suis pas un fou furieux qui veut tout interdire, qui veut. Et effectivement, le monde paysan entretient la nature et une connaissance de la nature. C'est particulier cette opposition au Damadou. Ils savent pas trop comment se positionner, même vous les connaissez bien, les écologistes. Certains se disent on va un peu trop loin par rapport aux agriculteurs. Non, moi je rejoins ce que Joseph vient de dire et je pense qu'aujourd'hui les écologistes sont bien loin en fait de la nature. Ils sont plus sur des sujets sociétaux et effectivement les paysans connaissent bien la nature. Ils vivent avec, à côté, ils l'entretiennent et c'est un vrai atout pour notre pays. Il y a pas de sujet là-dessus. Bon, vous n'êtes pas gentil avec les écologistes alors. Ouais. Transition écologique en ce moment c'est un vrai sujet, je rejoins Joseph, mais derrière, quelle proposition, mis à part parler d'enjeux sociétaux? On peut dire que ça dépend lesquels. C'est l'écologie politique, c'est pas la vérité. Exactement. La défense de la nature, la défense, c'est des choses qui sont bien, qui sont nobles. Mais en fait, quand j'entends une de leurs responsables qui nous dit ah mais voilà mes assistants parlementaires, ils ont vu des images avec de la viande et du coup ils sont en burn-out. On est chez les fous, hein. On est chez les fous. Bon, là, vous prenez des exemples, mais... parce qu'elle a vu, les assistants parlementaires ont vu de la viande rouge. D'accord, merci, c'est les écolos, bon... Vous êtes plutôt viande rouge ou viande blanche, Aude Amadou? Je suis plutôt poisson. Voilà. Allez, Sud Radio, le micro est à vous. Vous nous appelez au 0826 300 300. Notre répondeur vous attend. Puis il y a aussi Aude, la charmante Aude qui répond à vos appels. Et puis, on restait avec nous dans un instant. C'est l'info en plus. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. 18h14 sur Sud Radio, c'est l'heure de l'info en plus. Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Il est de retour, Félix. Polémique à Gardanne dans les Bouches du Rhône. La CGT et les élus d'opposition s'opposent au concert d'Amir sous prétexte qu'il est franco-israélien. Oui, une controverse en réponse à laquelle le maire de Gardanne, mais aussi les présidents de région et du département, Renaud Muselier, Martine Vassal, y vont de leur communiqué de soutien à Amir. Le finaliste de l'émission The Voice 2024 est attendu le 26 juillet prochain pour l'événement Gardanne Party. Le monde n'attend que nous.
concert prévu cours de la République à Gardanne dans un peu plus de 2 semaines. Donc, sauf que dans un communiqué, la CGT des agents municipaux a indiqué, je cite, s'interroger sur cette programmation. Il a effectué, écrit la CGT, il a effectué son service militaire dans l'armée israélienne et assume son engagement idéologique aux côtés de Tsahal, à l'heure même où cette armée mène à Gaza une offensive militaire d'une violence extrême. Après ça, après la CGT des agents municipaux, c'est un groupe d'opposition qui a carrément annoncé boycotter l'événement en parlant, je cite toujours, de provocation à l'égard de toutes les victimes du génocide, de toutes celles et ceux qui veulent la paix. Pour en parler, nous sommes en ligne avec l'adjoint LR à la culture de la mairie de Gardanne. Bonsoir Arnaud Mazille. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci à vous. Vous regrettez cette polémique ? On la regrette, on la réfute et je dirais même qu'elle nous éclaire puisque nous c'est un événement, le Festival Garden Party que nous organisons pour la 5e année. C'est un temps qui se veut populaire, familial, festif, gratuit et c'est un moment qui n'est pas en proie à la polémique mais qui est fait pour pouvoir être un temps de culture et de partage. Donc honnêtement, on ne s'attendait pas un seul instant qu'il puisse y avoir une polémique de la sorte et que honnêtement nous rejetons totalement. Oui, j'imagine qu'il n'est pas du tout question, bien évidemment, de remettre en cause la venue d'Amir à cet événement. Vous craignez, cela dit, que cette polémique fasse un peu gâche un peu l'événement, ou en tout cas forcément mettre une mauvaise ambiance ? Non, absolument pas, puisque vous savez, comme je l'ai dit à beaucoup, nous on n'a jamais forcé personne à venir à nos festivités et chaque année à Garden Party, sur les 2 jours, on accueille plus de 10 000 personnes, sans forcer personne. Donc depuis le début de cette polémique, nous avons reçu un très grand nombre de messages de soutien, comme vous l'avez dit, de Martine Vassaille, de Renaud Muselier, de beaucoup d'élus du territoire, mais aussi de beaucoup d'habitants de Gardanne et des communes avoisinantes qui sont écœurés de cette polémique et qui soutiennent parfaitement le festival et le chanteur Amir et qui trouvent que cette attitude qui a été adoptée par la CGT des agents municipaux, mais aussi par un des groupes d'opposition communistes et insoumis, est parfaitement anti-républicaine. Donc je pense qu'au contraire, ça sera un moment pour se mobiliser et où les gens viendront à la fois pour profiter de cette festivité, mais aussi pour réfuter cette polémique qui est insupportable et que nous rejetons totalement. Alors on entend bien votre message. Quand même, on a entendu dans les éléments que Félix Mathieu a donné un communiqué de la CGT des agents municipaux. Je peux pas ne pas poser la question à l'ancien vice-président de la CFTC. Quand les syndicalistes en viennent à dire cela, Joseph Touvenel, c'est quand même assez incroyable. Je crois qu'une grande erreur d'une partie des syndicats en France, c'est de mêler syndicalisme et politique. Le syndicalisme, c'est la défense des intérêts des travailleurs. Avec la solidarité, d'ailleurs. Faut pas oublier la solidarité globale. Et mêler avec de la politique, et en plus sur une mauvaise querelle, parce que on n'a pas à importer un conflit qui n'est pas chez nous. L'anti-israélisme qui a aujourd'hui, ça commence à ressembler fortement à l'antisémitisme. Il y a un chanteur, c'est la même chose. Fous complètement, qu'il soit israélien, qu'il soit palestinien, qu'il soit... il chante, tant mieux, la culture, ça peut rassembler. Comme le sport peut rassembler. Exactement. Et regardez au Tour de France la polémique qu'il y a sur une des équipes, parce que c'est une équipe avec derrière... Israël. Il faut arrêter ça. Justement, si on veut la paix, rassemblons, c'est un chanteur, s'il est bon, s'il est apprécié, eh bien en avant, et c'est comme ça. C'est le cas. Absolument. Mais l'antisémitisme est en train de ressurgir et c'est très inquiétant. Il est carrément là, je le dis d'autant plus facilement que personnellement, je ne suis absolument pas juif. Je suis chrétien, mais je suis très inquiet pour mon pays de voir la montée de l'antisémitisme. Oda Madou, d'autant plus que quand on a fait l'armée en Israël, on n'a pas le choix. Quand on est d'origine israélienne, on doit faire l'armée, c'est obligatoire. Et c'est la même chose que c'était le cas quand on faisait le service militaire en France auparavant. C'est-à-dire que si on n'y va pas, on est considéré déserteur, ça se passe très très mal. Exactement. Donc a priori, Amir, le fait qu'il ait fait l'armée, c'est pas un acte de soutien à Tsahal. Non, on lui a rien demandé. Et effectivement, là où je rejoins Joseph, c'est qu'on a besoin de ces moments de concorde, on a besoin de ces moments partagés autour de la musique, du sport, des moments qui rassemblent. Pour moi, la musique, elle a pas de nationalité, elle a pas de frontières, c'est un moment de partage. Arnaud Mazille, ça va être une belle fête, tout va être fait pour que ça le soit. Bien sûr, chaque année nous installons un important dispositif de sécurité. En 5 ans, nous n'avons jamais eu le moindre incident et cette année, toutes les dispositions ont été prises en compte pour que ça se passe bien. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment, on est en été. L'été, c'est les vacances. C'est le repos,
c'est l'insouciance. C'est le moment par excellence où les Français n'ont pas envie d'être emmerdés par des questions politiques. Et là, on vient sur un temps de fête et de repos les emmerder avec des questions politiques via un syndicat dont ça n'est pas le rôle, et je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit précédemment, et aussi via un groupe d'opposition qui n'a pas trouvé d'autre solution que de sortir cette polémique, à la fois pour faire, il faut se le dire, du communautarisme, mais tout simplement et un peu pour de buzz aussi, hein. trouver à critiquer, voilà, et du buzz tout simplement. Donc, honnêtement, on n'est pas inquiet un seul instant. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent, et c'est ce que j'ai dit à beaucoup de gardanais qui sont venus nous questionner. Tout sera fait comme nous le faisons habituellement pour que cet événement se passe bien, dans de bonnes conditions, et tout le monde peut venir et se sentir en sécurité. Merci beaucoup Arnaud Mazy. On rappelle que vous êtes adjoint à la culture à Gardanne. On a bien entendu votre opinion. La musique, c'est la fête et ça n'a pas de nationalité. Tout de suite, c'est l'œil du Tour de France. Merci Félix. Sud Radio fait son Tour de France en direct. Quelle 6e étape 100% normande. On se serait cru en montagne, oui, parce que ça monte en Normandie. On l'appelle la Suisse normande, cette région entre Bayeux et Vire, 201 km. Pascal Chanteur, victoire de l'Irlandais Ben Illy, une échappée de 8 coureurs, parmi lesquels Mathieu Van Der Poel qui reprend le maillot jaune, mais alors avec un scénario incroyable. Et oui, Van Der Poel s'est immiscée dans l'échappée. Elle a eu du mal à se former, cette échappée, parce que l'étape a fait plus de 45, un peu moins de 46 km/h. Ouais, ça c'est incroyable. Quelle vitesse! Très vite, avec un parcours, comme vous l'avez dit, très accidenté. Et le scénario, comme vous l'avez expliqué, Van Der Poel, pour une petite seconde, a pu reprendre le maillot jaune à Tadej Pogačar qui avait pris la tunique hier lors du contre-la-montre. Oui, parce que faut peut-être juste préciser qu'en fait, il a craqué sur la fin. Il est arrivé le dernier de l'échappée Van Der Poel et Pogačar est arrivé le premier du peloton. Donc ça s'est joué à une seconde parce que en fait, ce qu'il faut dire, et c'est la deuxième question, Pascal Chanteur, il avait tout intérêt à le redonner son maillot jaune, Tadej Pogačar, non ? Oui, bien entendu, et Pogačar comptait même à ce que Mathieu Van Der Poel prenne le maillot avec quand même pas mal d'avance, parce que ça lui permettait de pouvoir avoir une équipe en soutien, et en l'occurrence, avec ce qui vient de se passer comme scénario, demain, il y a de fortes chances que Mathieu Van Der Poel reperde le maillot à destination de Pogačar, parce que demain, vous allez avoir l'arrivée au mur de Bretagne, et c'est une arrivée aussi très difficile. Merci Pascal. Merci Pascal, chanteur. Merci, et puis merci beaucoup. Ici votre radio a du poids, vous le savez, on parle de tous les sujets sur Sud Radio, on parle vrai. Vous restez avec nous dans un instant, c'est le tour de table des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. C'est leur moment, notre duo des vraies voix. Deux pour expliquer, revenir sur l'actualité et donner leur point de vue. Aude Amadou, ancienne sportive de haut niveau et ancienne parlementaire. D'un côté, Joseph Touvenel, vice-président du Centre européen des travailleurs. C'est leur moment, le tour de table. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table. De l'actualité. Aude Amadou, on commence par vous. Vous voulez nous parler, mettez bien vos lunettes surtout, le concours Lépine de la coupe budgétaire 2026. Autant vous dire, Judith, que c'est un peu mission impossible. Moi, je souhaite la bienvenue au grand concours Lépine de la coupe budgétaire 2026. À gauche toutes, on mise sur les impôts. On change rien. Alors que nous sommes déjà les champions du monde de la taxation, la France insoumise, c'est simple. On taxe les riches jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'argent. Je pense qu'on va même taxer les riches à ceux qui pensent à être riches. Les Français qui vont vouloir être riches, on va les taxer. Le PS n'en est pas en reste. Réforme des niches fiscales, impôt sur la fortune, des idées pleines de justice sociale, mais au final, rien sur les dépenses. Je pense que c'est un vrai sujet. Et sur les économies? Rien du tout. Et puis, toujours cette opposition sur la TVA sociale. Alors oui, vous savez quand même que le niveau de taxation d'un pot de Nutella est la même que celui des fraises de nos producteurs français. Je pense qu'il y a quand même un petit sujet. Non, ils veulent pas se positionner. Chez les communistes et les écolos, les méchants de service, c'est-à-dire on taxe les pollueurs et les ultra riches, parce que là, c'est encore pire. La fameuse taxe Zuckman est devenu Eldorado fiscal à gauche. Vous ponctionnez quelques milliardaires et hop, tout revient à l'équilibre. 2%.
Exactement. Bon, moi j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on pourrait juste arrêter de croire que la transition écologique peut se financer en tapant uniquement sur Total et LVMH? Bon, ça c'est à gauche. On fait guère mieux au centre. Hein. Ouais. Au centre, c'est le retour du mantra travailler plus pour sauver le modèle social. Alors là, la dernière depuis hier soir, c'est qu'on ressort la réforme chômage. Vous savez, celle qui a été portée et votée sous l'ère Attal et abandonnée par lui-même. Pour quelle raison? Des élections électorales, des élections législatives, bien entendu. Le MoDem, lui, c'est simple. Les retraités, s'ils pouvaient mettre un peu la main à la pâte, mais pas tous évidemment, ce serait bien. Les Républicains, eux, veulent aussi travailler plus, mais il faut pas trop le dire. On parle de revoir le temps légal de travail, très bien. Après, il se passe rien. En attendant, on demande à baisser les dépenses publiques, mais pas de façon comptable. Je traduis, baisser les dépenses, mais pas les miennes. Un grand classique. Le RN, fidèle à lui-même, tout ramène à l'immigration. Oui, vous savez bien, les trous budgétaires sont creusés par les étrangers. Sur les retraites, je pense qu'on a compris qu'ils n'avaient rien compris, que c'était toujours flou. Souvent à côté du sujet, le populisme budgétaire n'a jamais fait bon ménage avec l'arithmétique. Pendant ce temps, on a tous les anciens, vous savez, tous les anciens qui étaient aux manettes. On pourrait juste se demander pourquoi ils n'ont pas agi quand ils étaient au pouvoir. Alors moi, mon positionnement, c'est on va juste dire, on va arrêter l'argent magique, on va tout réalisme, équité et surtout honnêteté. Vous avez gagné le concours Lépine. Joseph Touvenel, moi, il y a un truc qui me marque dans tout ça, c'est qu'on n'entend nulle part le mot investissement. Et quand on est entrepreneur, par exemple, on sait qu'à un moment donné, si on veut gagner de l'argent, il faut investir, il faut prendre quelques risques quand même. Donc, on parle d'économie, etc., mais on parle peu finalement de qu'est-ce qu'on fait pour redynamiser tout cela. Et pour investir, il faut avoir des fonds pour investir. Mais surtout, il faut avoir une certaine sécurité dans la durée. C'est ce que disent les vrais chefs d'entreprise. En France, ils ont un problème de surtaxation par rapport à leurs concurrents quand ils sont en concurrence avec l'étranger, donc c'est un véritable problème, donc de coût. Et le deuxième problème, c'est le changement permanent des règles du jeu. Ce qui coûte très cher, notamment, alors les plus grosses entreprises, les multinationales, mais il n'y a pas que des multinationales, ils ont des services entiers qui vont travailler là-dessus. Mais si j'ai une PME ou une petite entreprise, je nage complètement, et ça, j'ai une déperdition. Oui, parce que la règle du jeu ne cesse de changer, y compris quand je veux investir, parce que j'investis par exemple dans des gadgets pour le Tour de France, et paf, on me dit, non, c'est terminé, il n'y a plus de gadgets en plastique au Tour de France. Et comment je fais quand je suis chef d'entreprise, que j'ai fait mes investissements, etc., qui se font pas 3 mois à l'avance? Ça, c'est un vrai sujet. Et sentir le truc aussi. Mais j'étais quasiment d'accord en 100% avec Aude, et je vais juste sur une chose, quand on nous dit il faut que les Français travaillent plus. Oui, certainement. Ceux qui travaillent pas, c'est-à-dire les jeunes qui ont du mal à trouver du boulot. On a plus de jeunes au chômage que l'ensemble des pays développés. Et les seniors, on a plus de seniors qui bossent pas. Sinon, le travailleur français, celui qui bosse, il est en moyenne à 39,7 heures par semaine. C'est pas les 35 heures, parce que si un auditeur peut me donner le texte qui interdit à un chef d'entreprise de faire travailler au-delà de 35 heures un salarié, je serais très intéressé. Sauf dans certaines administrations. Non, mais le texte de loi n'existe pas. Ah bon. D'accord ? Par contre, si je demande à un salarié d'effectuer des heures supplémentaires, il est obligé de les faire, sinon c'est une faute. Donc les 35 heures, on n'est pas obligé de s'arrêter à 35 heures. Un chef d'entreprise peut dire, vous faites 36, 37, 38. Mais il doit payer des heures supplémentaires. Ça peut être un problème de coût du travail. Et le coût du travail n'est pas le même dans le secteur privé et le secteur public. Donc déjà, il y a un vrai différentiel qui est important. Le chef d'entreprise, à chaque fois qu'il va vouloir faire plaisir à son salarié, il paye. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde la réalité en face. Exactement. Les retraites, on nous parle déjà de la natalité. Sans gamin, il n'y aura plus de retraite, quel que soit le système. On est d'accord. Personne n'en parle. Pour faire des enfants, encore faut-il... c'est l'été, mes amis. Aimez-vous, faites des enfants. Mais sortez couverts. Vous n'allez pas nous parler de réarmement démographique, quand même. Bon. Allez, vous avez la parole, Joseph Touvenel, vous la gardez. Vous allez nous parler de la défense des commerces de proximité. Oui, parce qu'on s'aperçoit que nos commerces de proximité, nos marchés traditionnels disparaissent. Aujourd'hui, les 2/3 des communes en France n'ont aucun commerce. Et on voit que ça gagne aussi nos bourgs, nos centres-villes, nos grosses villes, où c'est en train de se vider. En 20 ans, le taux de vacances, c'est-à-dire le taux de magasins abandonnés, vides, a doublé. Alors, ça pose un problème pour le territoire, ça pose un problème pour la proximité, parce que si je suis une personne âgée, si j'ai du mal à me déplacer, si j'ai pas de voiture et que j'ai pas de commerce, comment je fais ?
mais il y a aussi le lien social. Le petit commerce, c'est le lien social. Le 1er juillet, mon boulanger et ma boulangère ont fermé. Pourquoi ils ont fermé? Parce que le coût de l'électricité est tel, et pour eux, le travail, se lever très tôt, la farine a augmenté, etc., ils n'ont pas pu tenir. Dans un petit village ou dans une... Non, dans une commune du Val-de-Marne. D'accord. C'est le 2e boulanger qui ferme dans cette commune en peu de temps. Et ils avaient invité leurs clients à venir. On s'est retrouvés très nombreux sur le trottoir. Voilà, ils avaient fermé. Le lendemain, ils ont offert, etc. C'est la convivialité, c'est le lien social. Quand je vais faire mon marché, les enfants maintenant ils ont grandi, mais depuis tout jeune, on leur donnait un bout de saucisson, un machin. On connaît les commerçants. C'est vital pour nous, et on est en train de le laisser partir. Une des grosses fautes des politiques, sans doute, c'est d'avoir favorisé les grandes surfaces, qui ont aussi leur intérêt, mais en leur permettant d'ouvrir le dimanche. Parce qu'une grande surface qui ouvre, par exemple, la grande surface où je vais de temps en temps, la dernière fois, j'ai eu un bon d'achat de 10 € si je venais le 14 juillet. Uniquement le 14 juillet. C'est-à-dire que le commerçant de proximité, il peut pas filer des bons d'achat de 10 €. Là, on a une concurrence déloyale, et en plus, ça tue des emplois. Vous avez dû remarquer comme moi qu'au rayon chaussures de votre grande surface, vous avez 0 salarié. Un chausseur de centre-ville, c'est 1, 2 ou 3 emplois. Évidemment, pour moi, un emploi, c'est un travailleur, c'est-à-dire le commerçant. C'est pas un salarié, mais c'est un travailleur. Il faut défendre ce commerce de proximité. C'est aussi défendre notre vie. Et l'accès au centre-ville, Aude Amadou, parce qu'on en parlait tout à l'heure, pas d'accès, les voitures, les décisions écologistes aussi. Il faut intégrer ça, parce que l'écologie, finalement... si elle est punitive, elle va permettre à la grande distribution de prospérer. C'est assez bizarre, Pas forcément, parce que le problème, il est sur l'ensemble des territoires les plus éloignés, ces territoires ruraux. Je pense que c'est ce que Joseph a aussi pointé. Donc là, le problème de l'accessibilité en voiture, il se pose pas. C'est-à-dire qu'en plein de communes, dans les petits centres-villes. Voilà. Moi, ce que je note, c'est que on évoquait tout à l'heure le fait de reprendre nos responsabilités, de faire preuve d'honnêteté et des faits. À un moment donné, on a ouvert pendant le Covid tout le marché d'Internet. On n'a pas taxé, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas protégé. Il y a ça aussi, oui. Vous commandez sur Internet des produits chinois que vous allez jeter au bout d'une semaine, mais vous allez continuer à les faire venir. Ça, c'est une entrave au commerce de proximité. Je reprends juste mon exemple tout à l'heure sur la malbouffe. Bien dans le micro. Ouais. La malbouffe. Regardons. On taxe tout ce qui est producteurs locaux, on les taxe à 5,5. Moi, mon pot de Nutella, on se fait plaisir, mais c'est pas bon pour la santé. Ça fait deux citations pour Nutella. Enfin, 3 maintenant. On peut aller sur d'autres choses, le Coca-Cola, tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est réindustrialisé, tout ce qui est... on tape sur la production locale, on remet ces producteurs, on les une encourage. 3e normalement. Encore une 3e, ouais. J'en ai plus, Doritos. je sais pas. Doritos. Mais Aude a raison, parce que moins il y a de commerce de proximité, moins il y a de sources différentes et notamment de proximité, parce que les grands groupes, ils achètent massivement à un endroit. Exactement. Une multiplication des commerces de proximité, c'est une multiplication de sources, et donc, pour les producteurs français, c'est aussi des débouchés. Mais les commerces de proximité, Joseph, je le rappelle, parce que Aude m'a contredit, mais on est quand même d'accord, c'est à la fois pour les petites villes, les petits villages et les grandes villes. Aujourd'hui, c'est partout. Vous prenez dans Paris aujourd'hui, prenez la rue de Rennes, qui est une rue hyper commerçante, et maintenant, rue de Rennes, vous avez un nombre de magasins fermés qui est incroyable. Voilà, on est d'accord. Merci. Donc, plusieurs problématiques que vous avez soulevées, effectivement. Ouais. Merci pour ces éclairages, chère Vraie Voix. Dans un instant, c'est le coup de projecteur. Le gouvernement veut faire payer davantage les usagers de l'autoroute. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a présenté ce mercredi les grandes lignes d'un futur projet de loi qui prévoit de mobiliser les péages pour financer les infrastructures jusqu'en 2030. À l'approche du renouvellement des concessions autoroutières, la question du juste prix et du rôle des géants du bitume est relancée. Ça coûte de plus en plus cher. Les entreprises gestionnaires accumulent les profits. Les péages, ça nous excède. La question pour vous sur le compte X de Sud Radio, les autoroutes doivent-elles être exploitées par des sociétés privées? Nous allons en parler, Judith, avec Pierre Chasseret. Oui, Pierre Chasseret, qui est délégué général de 40 millions d'automobilistes. Vous êtes avec nous, Pierre? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Pierre. Alors, Pierre, une question directe et rapide. Qui doit payer pour rénover nos autoroutes? L'État, les usagers ou les géants de l'autoroute?
L'État, c'est nous, de toute façon. Donc il faut trouver le système le plus simple possible. Et attention, parce que la bonne idée n'est peut-être pas celle à laquelle on pourrait s'attendre de manière très populiste. Eh ben, vous allez pouvoir nous expliquer comme ça. Merci pour le teasing. Vous êtes au top, Pierre Chasseret, changez rien. Allez, 0826 300 300, vous pouvez réagir et donner votre avis. On vous attend. C'est Aude qui vous attend au standard. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Judith Belair. Nos vraies voix sont prêtes avant ce qu'on appelle ici le coup de projecteur. Nous recevons ce soir Aude Amadou, ancienne députée, et Joseph Touvenel, le vice-président du Centre européen des travailleurs. Et le coup de projecteur des vraies voix, c'est maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Faut-il faire payer plus cher les autoroutes pour financer nos transports ? Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a présenté ce mercredi les grandes lignes du projet de loi sur le financement des infrastructures à horizon 2030. Objectif, trouver plusieurs milliards d'euros pour moderniser notamment nos réseaux routiers. Les péages autoroutiers pourraient être mis davantage à contribution et les concessions des sociétés privées d'exploitation renouvelées. On se pose la question, le gouvernement compte-t-il enfin reprendre la main sur ces infrastructures stratégiques ou va-t-il continuer de faire le jeu des grands groupes privés ? Est-ce qu'un jour, nous passerons un péage autoroutier sans nous dire « ils nous prennent pour des vaches à lait » ou autre chose d'ailleurs, chacun son expression fétiche. Vu que la tendance de ces dernières années est à l'augmentation permanente, la reconduction du système nous donne une idée de ce qu'il nous attend pour les prochaines années. Les autoroutes doivent-elles être exploitées par des sociétés privées ? Vous nous donnez votre avis, vous continuez sur le compte X de Sud Radio. Je vous donne la tendance dans un instant, mais Judith, nous avons un observateur de marque. Oui, nous sommes avec Pierre Chasseret, qui est délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Alors on vous pose la question à vous, Pierre, directement. Les autoroutes, est-ce qu'elles doivent être exploitées par des sociétés privées ? Alors déjà, la question est un peu simpliste et je vais faire très attention parce que oui, mais parce qu'il faut qu'elle soit adaptée au réseau social. Donc, soyez gentils, on n'est pas simpliste. Voilà, juste ça. Allez-y, merci Pierre. De la comparaison, on est ravis. Merci Pierre. Mais cette question, on va sympathique devoir la mais réadapter un petit peu. On va devoir la réadapter un petit peu. Non, mais c'est les propos qui doivent être. Il faut pas que je tombe dans ce côté simpliste d'une réponse parce que si je le fais, je sais que les automobilistes. On vous écoute pour la réponse, Pierre Chasseret. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que 40% du coût du péage aujourd'hui, dans ce qu'on paye, part directement dans les caisses de l'État, même plus, 41%. Quand un automobiliste paye 10 euros, 4,10 euros vont dans les poches de l'État, pas du concessionnaire autoroutier. Ça, c'est le premier point, et on ne le sait pas. Le grand gagnant des concessions autoroutières aux sociétés privées, c'est l'État. Et ça, je sais qu'on l'entend assez peu, malheureusement, c'est ça la vérité. Le deuxième point, maintenant, qui est très important, c'est de considérer comment ça se passait avant les concessions autoroutières. Eh bien, les tarifs autoroutiers augmentaient exactement de la même manière qu'aujourd'hui, voire même plus. Et je vais rajouter un petit peu d'eau à notre moulin. À l'époque, l'État n'était pas bénéficiaire. Il avait une comptabilité qui était somme toute pas terrible sur les autoroutes parce que l'État est mauvais gestionnaire. Donc au final, quand on a considéré ces trois choses-là, eh bien, on ne peut être que plutôt favorable au système des concessions autoroutes, des concessions autoroutières aux sociétés privées, parce que c'est ce qui, aujourd'hui, nous garantit un réseau de qualité, un entretien de qualité. La seule chose qui est contestable, c'est le taux de fiscalité qui est imposé par l'État directement dessus. Bon, alors, point de vue, oui, effectivement, Pierre, point de vue très intéressant. Alors, on va essayer de contrebalancer et puis de se renvoyer la balle. La consultation sur le compte X, donc avec cette nécessaire, pardon, Pierre, mais question simpliste, on se provoque, mais j'ai bien compris que c'était amical de votre part, mais les auditeurs disent, les autoroutes ne doivent pas appartenir à être exploitées par des sociétés privées à 79%. Et Judith, on n'est pas loin de tous penser quand même un peu la même chose, contrairement à Pierre aussi. Et puis surtout, en fait, c'est des nouvelles concessions, mais il y a quand même 8700 km d'autoroutes qui sont gérées par une dizaine de concessionnaires privés, dont APRR, Vinci, SANEF. Ils ont une fin de contrat en 2031. Bon, on a quand même un peu l'impression que c'est un monopole. Alors peut-être qu'ils sont mieux... Pardon ? Justement, on n'est pas dans le monopole puisqu'il y a plusieurs sociétés, de fait. Oui, mais c'est un monopole des sociétés privées.
C'est-à-dire que c'est pas l'État, voilà. Donc ce que j'allais dire, Pierre Chasseret, c'est juste que pour l'entretien des routes en question, ma question c'était, est-ce que c'est pas mieux entretenu quand c'est des sociétés privées plutôt que l'État? Alors peut-être le point de vue, on va faire tourner avec donc Joseph Touvenel. Vous, votre point de vue par rapport à ce que vient de dire Pierre. Alors déjà, c'est rendez le pognon. Parce que je vous rappelle que quand on a mis les autoroutes avec les péages, l'État a dit on met un péage, mais le péage sera supprimé quand l'autoroute sera remboursée. Les autoroutes ont été remboursées, alors je pense qu'il fallait pas supprimer complètement le péage, mais les baisser. C'est-à-dire que il faut continuer à financer l'entretien. Mais déjà, rendez le pognon, c'est-à-dire que la promesse qui a été faite aux Français aurait dû être tenue alors que ça a été privatisé. C'est le premier point. Le deuxième point, on voit très bien, moi que ce soit le privé qui gère, il faut que ça soit avec des règles relativement strictes, et on s'aperçoit que les entreprises privées, tant mieux pour elles, mais pas pour nous automobilistes, font de très gros bénéfices. Qu'elles fassent des bénéfices, ça ne gêne pas. Quand on voit le retour sur investissement qu'elles ont, ça veut dire que ça a été très mal géré. Un, l'État n'a pas tenu sa promesse. Deux, les bénéfices, maintenant qu'il y en a, ça va dans les mains des sociétés privées. Et moi, ça me choque un peu parce que je paye des impôts. Et les 20 € de plus pour chaque vacancier, c'est 20 €, c'est quand même 20 €. Aude Amadou, votre point de vue dessus? Moi, je pense que c'est toujours difficile. Il faut trouver l'équilibre entre effectivement cet intérêt économique et puis l'usager. Alors ce que dit le texte là, ce qui est prévu, c'est que ça aide aussi à financer le développement du rail. Il y aurait 1 milliard qui serait reversé. Enfin, le rail, moi je veux bien à un moment donné, les Français ils utilisent ces autoroutes, ils veulent partir en vacances, en train, c'est horriblement cher. Enfin, aujourd'hui, moi, j'ai pas une année sur l'autre. Moi, je crains que si on le train, très bien. Mais au niveau des autoroutes, vous avez un péage qui n'a pas augmenté, là. Tous les ans, en février, ça augmente. Et puis, c'est pas des petites sommes à chaque fois, hein. Vous voyez certains. Par contre, quand les autoroutes, elles sont en travaux, et que vous payez plein pot votre péage, vous avez un panneau qui vous dit, si vous prenez l'autoroute, la prenez pas, il y a les travaux. On vous indique pas, hein. Oui, quand il y a marqué 70, c'est pas moins 70%. Exactement. Pierre Chasseret, je vous repose la question de la modernisation des infrastructures et de l'entretien, en fait. Oui, alors déjà, je vais revenir sur cette petite question sur le coût quand il y a des travaux. Je m'étais posé la même question en arrivant à 40 millions d'automobilistes. Depuis, j'ai eu la réponse. C'est que déjà, on ne paye pas, contractuellement, on ne paye pas pour une vitesse ou pour un temps, on paye pour un trajet. Donc ça, c'est contractuellement. Le deuxième c'est pas point, mal, ça. Non mais c'est important. Non mais merci pour la réponse. Contractuellement, c'est ça. Le deuxième point, c'est que quand on calcule le manque à gagner en temps, on parle plutôt de secondes. Donc c'est pas fou non plus. Et le troisième point, c'est que si on devait recalibrer tous les tarifs de péage par rapport aux zones de travaux, eh bien ça engendrerait un surcoût parce qu'il y aura un coût de maintenance. Donc quand j'ai eu les trois informations, du coup j'ai compris, c'est exactement la même chose. Mais je voudrais pas me poser en défenseur d'un système qui défend la société autoroute parce que c'est pas le but. Moi je défends l'usager avant tout. J'entends aussi l'argument du rendez le pognon. Ok, on est tous favorables à ça. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une autoroute gratuite, ça n'existe pas. Une autoroute gratuite, si ça existe en Bretagne. Pays, mais même en Bretagne, la 4 voies de Nantes à Brest, elle est gratuite. La particularité, c'est vrai que je n'habite pas à Nantes. Vous faites le Nantes-Brest, vous avez la 4 voies comme une autoroute, elle est gratuite. Ouais, alors c'est pas une autoroute déjà, premier point déjà. Parce que oui, effectivement, il n'y a pas de péage. Et elle n'est pas limitée à 130 km/h. Oui, c'est 110. Oui, 110. Oui, mais j'ai entendu dans ce cas, j'allais vous dire, on peut faire la même chose. On met toutes les autoroutes à 110, elles deviennent gratuites. Donc moi, je me fiche. Vous dites, l'intérêt, c'est de rouler à 130, sauf qu'on ne peut plus rouler à 130 parce qu'il y a des... Donc moi, je dis contractuellement, je me fiche de la vitesse, comme ça a été dit pour les autoroutes. 110, on enlève tous les péages. Allez-y, Pierre. Vous me parlez d'autoroutes bretonnes, je vous dis, ce ne sont pas des autoroutes. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. C'est une définition pure, claire, nette et précise. Donc ce ne sont pas des autoroutes. Deuxième point, les autoroutes bretonnes aujourd'hui, si vous voulez qu'on les appelle comme ça, en tout cas, c'est 2 fois 2 voies bretonnes. Déjà, c'est pas 2 fois 3 voies, c'est 2 fois 2. Elles sont pas limitées à 130 mais à 110. Et posent un tel niveau de manque d'entretien qu'on songe du côté de l'État à les abaisser encore en limitation de vitesse parce qu'elles ne peuvent plus supporter le trafic actuel. Alors si vous trouvez que c'est un bon modèle, pas de problème. Non, je vous dis pas que c'est un bon modèle, mais vous venez de dire qu'en fait, moi je vous dis, voilà, Nantes-Brest, c'est à 2 fois 4 voies, c'est largement suffisant, c'est gratuit. Et excusez-moi, j'ai vu des autoroutes qui étaient, allez, je dis pas que c'est, voilà, au niveau des travaux, c'est pas non plus la catastrophe, hein. Les autoroutes concédées, vous trouvez qu'elles sont en mauvais état ?
C'est-à-dire qu'on a souvent des problèmes, on l'a dit, de circulation, c'est pas non plus la panacée. Mais surtout, Pierre, quand vous dites forcément c'est payant en autoroute, sous-entendu, il faut bien financer une autoroute, mais déjà nos impôts servent quand même à financer nos routes. Alors, et c'est aussi là le danger, c'est que quand on regarde ce que couvre aujourd'hui notre impôt, une route gratuite et une autoroute gratuite, ça n'existe pas, puisque gratuit, ça veut dire que c'est payé par l'argent public et donc par les impôts. Je voudrais que chacun en ait conscience, parce que ça veut dire que si demain, chaque Français devait payer le coût de l'entretien autoroutier et qu'on lâchait les concessions autoroutières, je peux vous dire que, l'État serait déficitaire et que ça coûterait horriblement cher. Et que dans la foulée, on aurait quoi? Vous connaissez l'origine du 80 km/h au lieu du 90? J'en ai parlé aussi avec Édouard Philippe. C'est le niveau d'entretien de nos routes qui ne supportait plus aussi. Ouais, vous deviez être dans la confidence. Moi, on me l'a annoncé 48 heures avant l'Assemblée. J'avais pas d'explication aussi précise. Merci beaucoup à tous. Vous voyez le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on peut pas juste considérer les choses comme ça. Non, mais on peut pas non plus mentir aux Français. On peut pas leur avoir dit le jour où les investissements sont remboursés, vous payerez plus, et les faire payer. Les amis, on va être obligés de s'arrêter. Je suis désolée. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. C'était passionnant, effectivement. Vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes. Merci beaucoup. Et puis, quand même un petit coucou à notre gagnant ou notre gagnante. Alors, c'est qui? Un ou une? On va le savoir tout de suite. Je vous rappelle entre-temps ce que c'est quand même qui est gagné. C'était le numéro 9 déjà. Et puis, c'est un pack Lexon avec des objets connectés design, des bubble lampes qui plaisent beaucoup à Frédéric Brindel. Ah ouais, j'en veux une. Voilà, il en veut une rechargeable et portable parce qu'elle va le suivre partout comme ça. Et puis des radios Tico, des enceintes Bluetooth Mino compactes, puissantes, résistantes, parfaites pour écouter Sud Radio. Et puis le MacBank, c'est une batterie sans fil, externe, compacte et magnétique. Voilà. Dans le Lot-et-Garonne, Judith, à Razinet. C'est Paul qui nous appelle du Lot-et-Garonne. Paul, numéro 9. Bonjour Paul. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Ça fait plaisir d'écouter sur radio et de gagner un cadeau. Super. Et le cadeau, c'est quand même d'écouter l'émission parce que c'est toujours un rayon de soleil. C'est sympa. Ça c'est sympa. Si je peux, dès que je passe, vous mettez la lampe et puis je vois comment c'est et puis je vous offre un verre. Après, il vous la vole et il la remet dans le studio de Sud Radio. Non, parce qu'il en rêve. Non. Si vous voulez lui faire plaisir, vous lui offrez la lampe, Paul. Paul, vous aimez Sud Radio, vous nous écoutez souvent, on imagine. Oui, je suis fidèle. Moi, je connais un peu Philippe David, donc j'écoute sur radio. Notre Philippe national. Ah ouais, alors là, ça change tout. Bon. Alors en plus, il vous aurait dit, vous avez gagné avec le numéro 9, vous êtes un buteur au foot, il vous aurait dit ça. Voilà. Ça c'est sûr. Demi-rugby plutôt, parce que moi je suis plutôt rugby. Alors demi d'ouverture comme Antoine Dupont. Demi-mêlée. Demi de mêlée. Oui, pas demi d'ouverture, c'est le 10, c'est le 9, c'est le demi de mêlée. Bon, c'est pas moi parce que j'aurais fait la même erreur, même pire. Donc voilà. Sachez-le. Merci beaucoup en tout cas, Paul, d'avoir joué avec nous. Vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, vous pouvez jouer, gagner des trucs. Et puis si vous avez envie et surtout de parler à notre antenne, vous nous appelez au 0826 300 300. On va dire merci à nos vraies voix du jour. Frédéric. Super, merci à vous. Super. Donc c'était un plaisir. Le demi de mêlée était Joseph Touvenel et la demi d'ouverture était Odamadou. Voilà, c'est ça c'est dit. Quand je faisais du rugby, on disait ailier pour moi. Après, je suis perdu. Moi. Les ailiers, c'est les 11 et le 14 pour vous montrer que je connais un petit peu quand même. Ça a plus que c'est une méconnaissance. Voilà. Mais on a dit la blondeur, c'est une attitude. Allez, salut, on vous embrasse. Vous restez avec nous parce que tout de suite, il y a les chroniques, la chronique, les incontournables de la gestion de patrimoine avec Thomas Binet. Et tout de suite après, ne manquez pas les vraies voix spéciales innovation consacrées à l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'impact. C'est présenté par une excellente présentatrice journaliste qui s'appelle Judith Belair. Voilà, il paraît que je m'appelle comme ça. Allez, à tout de suite.